de manière détendue. Chers collègues, avant de commencer notre audition, nous allons terminer nos auditions après la journée d'aujourd'hui, de mardi prochain, de mercredi prochain, donc le 8 décembre et le 9 décembre, et surtout, ce qui est très important, la dernière audition du mardi 15 décembre avec 3 ministres. On va conclure avec nos 3 ministres Hortefeux, Darcos et Besson. Je vous propose que nous puissions nous revoir le lendemain, mercredi, à 17 heures, pour qu'on commence à, sans tirer les conclusions de tout le travail qu'on a engagé, mais qu'on commence à avoir un échange de travail avant les fêtes, quoi, pour qu'on puisse arrêter un certain nombre de choses entre nous, et ça me paraît très très important. Donc vous notez le mercredi 16 à 17 heures. Comment? 16h30. Hein, les auditions des 3 ministres à 16h30. On a convenu d'un horaire ensemble avec les trois ministres et on pense que c'est bien de conclure le travail de la mission d'information parlementaire à ce moment-là. Nous accueillons aujourd'hui M. Tariq Ramadan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chacun vous connaît. Vous avez été formé dans plusieurs universités occidentales, ainsi qu'au Caire. C'est d'ailleurs dans cette ville universitaire d'Al-Azhar qu'a eu lieu un débat sur la question d'ailleurs du port du voile intégral. Le parti pris de la mission d'information a été dès l'origine de recueillir tous les points de vue de la manière la plus ouverte possible, sans a priori. C'est le cas aujourd'hui avec votre invitation et votre venue. Je ne veux pas revenir sur vos écrits, sur vos interventions personnelles, médiatiques, et je ne reviendrai pas non plus sur les débats ou les polémiques qu'ils peuvent susciter. Ce n'est pas du tout le sens de cette audition d'aujourd'hui. Nous vous recevons aujourd'hui pour connaître votre analyse, votre point de vue que nous voulons confronter avec la mission parlementaire sur la question du voile intégral, ce que recouvre le voile intégral, au-delà de la question du voile intégral. Quel jugement vous portez sur cette pratique? Est-il une prescription de l'islam? Comment expliquer l'extension de cette pratique en France et ailleurs? Est-elle surtout le fait de femmes converties ou traduit-elle plutôt un retour au nom du Coran d'une conception de l'islam des origines et que certains musulmans soucieux de manifester une visibilité dans l'espace public? Le voile intégral représente, selon nous, le symbole même de l'asservissement des femmes et la traduction de l'inégalité des sexes.
Quelle est votre réaction face à cette forme d'asservissement sur lequel des jeunes filles mineures sont concernées? Je vais vous laisser la parole pour un exposé introductif qui ne manquera pas de susciter de nombreuses questions. Je vous laisse la parole, Monsieur Tariq Ramadan. Merci beaucoup d'abord de cette invitation ici et de cette introduction. Donc comme le temps est court et le temps est compté, je vais directement aller au cœur de la question, au-delà des considérations. Je pense simplement que sur la question du niqab, c'est-à-dire ce qui est le voile qui couvre la face, ou du niqab qui est de ce point de vue-là également un voile qui couvre la face, mais qui est une tradition plutôt asiatique que l'on a connue et dont le nom a été propagé à travers le monde à partir de la tradition et de l'expérience afghane. Je pense que ce qui est extrêmement important dans un débat comme celui-ci, aucune décision de droit ne peut être prise s'il n'y a pas au préalable une clarification des terminologies et des enjeux. Et donc, pour ce qui me concerne, ce qui me paraît le plus important, c'est effectivement de commencer par un travail de clarification. Donc, je vais utiliser ce moment qui m'est donné d'un propos introductif pour articuler trois choses, à savoir... Monsieur Tariq Ramadan, une vingtaine de minutes? Oui, c'est ce qu'on m'avait dit, j'essayerai de m'y tenir. Je m'y tiendrai, donc en l'occurrence, pour être précis. Donc d'abord simplement une discussion sur la dimension théologico-légale d'un point de vue islamique de cette question. Ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, de nous poser la question de savoir quels sont les objectifs, ce à quoi nous voulons parvenir. Et puis la troisième des choses qui me paraît importante, c'est le cadre de ce débat, les termes et les enjeux de ce débat aujourd'hui, comment aller de l'avant et comment est-ce que je peux percevoir une stratégie d'avenir par rapport à cela. Alors, première des choses, sur la question théologico-légale et ce qui est dit du point de vue islamique. Alors, comme vous le savez, quand on dit est-ce que c'est islamique ou pas, vous l'avez sans doute entendu déjà, l'islam comme étant une référence monolithique n'existe pas. Vous avez des interprétations en islam, aussi diverses en l'occurrence que vous avez de diversité dans la tradition chrétienne ou dans la tradition juive. Cette idée d'avoir l'islam modéré d'un côté et l'islam fondamentaliste de l'autre dit plus sur l'ignorance de celui qui qualifie les choses ainsi que sur celui qui connaît les réalités et les dynamiques. Car dans la tradition musulmane, il y a 7, 8 tendances qui sont extrêmement complexes. Vous pouvez être à la fois rationaliste et dogmatique, vous pouvez être conservateur et ouvert, vous pouvez être réformiste de différentes tendances. Donc les choses sont extrêmement complexes. La très grande majorité des courants, qui sont aujourd'hui les courants de l'islam sunnite et chiite, sont de l'opinion que la burqa, au sens de ce qui est sa traduction dans l'horizon asiatique, comme le niqab dans sa traduction que l'on connaît majoritairement aujourd'hui dans des pays des Émirats ou comme en Arabie Saoudite, la très grande majorité des savants et la très grande majorité des courants considèrent que ça n'est pas une prescription islamique. C'est-à-dire que ce qui est le consensus parmi les savants, c'est que le foulard islamique qui ne couvre pas la face en est une de prescription islamique, mais pas le niqab ni la burqa. Mais vous avez une interprétation qui existe, qui est minoritaire et dont vous ne pouvez pas disqualifier la présence, même si vous êtes en opposition avec le présupposé et la conclusion. C'est mon cas. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, puisque vous m'avez posé la question, je pense que